Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. Je peux très bien cohabiter avec une femme au sein nu, comme je peux très bien cohabiter aujourd'hui avec un homme au sein nu. Alors il va falloir interdire aussi à Griezmann, à Messi, d'aller dans une piscine. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. La bienveillance et le respect nous caractérisent. J'ai moi-même une famille nombreuse, j'ai 4 enfants à nourrir et je paye beaucoup de prix de paquets de pâtes. Mais la valeur travail, pardon, mais c'est quand même une valeur de droite. Le couvre-feu médiatique. Je vais vous dire, j'en ai rien à foutre. Et c'est parti pour le couvre-feu médiatique avec Corentin Perini, Valentin Schirmer. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Est-ce que vous pourriez arrêter de nous réveiller, de nous empêcher de prendre notre café le matin tranquillement? C'est assez pénible. On aimerait bien écouter Toxin. Vous avez un rendez-vous à tenir en fait. Oui, c'est pénible. On va y arriver. Allez, c'est le moment que nos auditeurs attendent tous. Moi, la première. Il paraît que ça fait une semaine que je trépigne d'impatience. La revue de presse des Tintins est là. Alors, vous commencez à en avoir l'habitude. On commence par les meilleures nouvelles de la semaine dans notre chère République française adorée. Alors, je voulais commencer par une séquence chez Pascal Praud, une séquence révélation sur le vaccin et la transmission. Alors, c'est l'épisode, vous savez, 2447 de Les complotistes avaient raison avant tout le monde. Vous connaissez, avec un épisode qu'on ne connaît moins, mais qui existe quand même. C'est la révélation, vous savez, dans les médias mainstream, mais un an, un mois, 2 ans, peut-être 10 ans après. Vous savez, c'est comme les films Clémence à l'époque, quand ils sortaient aux États-Unis. Nous, on avait 2 ou 3 mois après, on avait le film en France. Là, c'est pareil. Et c'est sur CNews. La séquence est sur CNews chez Pascal Praud. On s'est tous vaccinés. Pas tous. Oui, pas tous. Parce qu'ils nous ont expliqué que le vaccin empêchait précisément la transmission. En fait, moi, je me suis vacciné pour me protéger. Non, parce que vous avez un autrui. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous, oui. Mais les jeunes de 15-20 ans qui ne risquaient rien. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Ils risquaient rien, les jeunes de 15-25 ans. Ils terminaient pas en réa. On les a tous vaccinés en leur expliquant attention, si tu es vacciné, tu vas penser à ton grand-père, ta grand-mère, et ça pour les autres. C'était ça. En fait, on a su assez vite que c'était pas vrai, mais on a été c'était interdit de le dire. Mais évidemment. C'est quand même incroyable. Oui. Bon, il nous reste 2 minutes. On dit il nous reste 2 minutes. Alors, on a assez vite su que ce n'était pas vrai, mais c'était interdit de le dire. Interdit par qui? Interdit pourquoi? Bref, avec la responsabilité des sachants, vous savez, qui ont vacciné des personnes qui n'étaient sans risque face au Covid, alors qu'ils s'exposaient à des risques dus au vaccin. Alors, dans un autre entretien au Collège des Bernardins, avec François Béguedeau et Geoffroy Lejeune, Geoffroy Lejeune, il va encore plus loin. Mark Zuckerberg a dit qu'il avait obéi à des injonctions pendant le Covid de taire certaines informations qu'il savait vraies. Et je peux témoigner du fait que moi, parce qu'à l'époque j'étais dans un média, on communiquait notamment sur les réseaux sociaux et sur YouTube, etc. Il y avait des conditions générales d'utilisation qui étaient ultra restrictifs, comme par exemple le fait de dire sur la plateforme YouTube, il ne fallait pas dire dans une vidéo YouTube sous peine de faire censurer la vidéo et de se faire couper les financements de la chaîne, puisque les chaînes YouTube rémunèrent les créateurs de contenu. Il ne fallait pas dire que le vaccin n'empêchait pas la transmission, sauf que tous les médecins disaient que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Le vaccin avait peut-être plein de vertus, mais pas celle-là. Et il ne fallait pas dire ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est dingue, on a une vérité qui était en plus pas contestée, celle-là, qu'on ne peut pas dire sous peine de perdre notre canal d'expression. Et je suis absolument persuadé que des intérêts, des puissances, je sais pas qui, je sais pas comment, vont un jour vouloir réguler les réseaux sociaux pour faire en sorte que cette information-là soit cadenassée. Voilà, donc apparemment c'est Mark Zuckerberg, vous avez compris, qui décide ce qu'est une fake news ou non. Alors les médecins ont dit le vaccin n'empêchait pas la transmission, et là il y a Mark qui leur dit non, ça c'est une fake news. Il leur dit non, mais nous on est tous d'accord. Et là, il y a Marc qui dit non, ta gueule, sinon je coupe ton compte, en fait. Donc, d'après, aujourd'hui, les autorités ont dit que on avait droit de parler d'efficacité du vaccin. Donc, apparemment, ça peut être une fake news un jour, mais pas toujours. Mais je peux rajouter, allez-y, Clément. Attention, vous êtes plus dans le texte, donc là, on prend du risque. On prend du risque. Non, mais en fait, je trouve ça un peu scandaleux, parce que là, vous donnez la belle part à Geoffroy Lejeune, qui avoue les choses, et donc c'est bien, il dit les choses comme il fait, il est sincère, grand moment de sincérité, d'authenticité. Mais bon, il y en a quand même qui ont fait le travail pendant 2 ans. Exactement. Il y a les soignants qui ont été suspendus, il y a les journalistes qui n'ont pas pu dire ce qu'ils pensaient, ou qui ont été mis de côté comme jugés complotistes. Enfin voilà. Mais nous, on avait une chaîne YouTube, on était ensemble, à l'époque, tout le monde le sait, à l'époque. Et quand on parlait de ça, on nous bannait la chaîne pendant une semaine, on avait des on prenait les risques, mais on le faisait. Donc bon, risques, c'est bien beau de dire c'était pas possible, on nous interdisait. Marc
Mark Zuckerberg est méchant. Il y en a qui ont réussi à le faire. Et c'est toujours comme ça. Mais soyez patiente, Clémence. Dans 5 ans, dans 10 ans. Ça me remonte. On a senti échauffer la Clémence. Allez-y, Valentin. Moi, je commence avec une vraie pépite. Dimanche 6 octobre dernier s'est tenu un colloque organisé par le collectif Urgence Palestine au sujet de la Palestine, hein, du coup. Ça n'a pas plu à tout le monde, évidemment, et des étudiants de l'UEJF, l'Union des étudiants juifs de France, sont entrés pour perturber l'événement, et ce qui devait arriver arriva. Un déchaînement de violence sans nom, un charnier en plein Paris, du sang jusque sur les murs. Attention, les images sont vraiment très très choquantes. Il a une hernie ou comment ça se passe? Il n'y a personne qui tape. Mais lui, il est voilà. où? C'est qui Je lui vous là jure, donc c'est un étudiant qui, bon, c'est les vraies images, hein, qui fait a priori, qui souffre beaucoup, mais on voit pas beaucoup de coups sur son, voilà. On n'a pas de nouvelles du jeune homme, mais a priori, il va bien, hein, voilà, rassurez-vous. Ça reste à confirmer, mais évidemment. De toute façon, on le voit qu'il rampe pour se remettre devant les images. Hein, donc, il arrête de hurler pour ramper vers les images, et derrière, se faire retirer, et là, effectivement, il se fait tirer le maillot, mais il n'y a pas de quoi hurler. Espérons simplement que cet hiver, il ne chope pas un rhume à cause du froid antisémite, hein, ou pire qu'il tombe à vélo à cause d'un coup de vent du Hezbollah. C'est comme les enfants qui pleurent que quand il y a les parents. Vous voyez, bon bref, vous connaissez Clémence. Oui, bien sûr, je connais, oui. Alors vous connaissez aussi Omar Ben Laden, ou pas? La transition un peu bancale. Omar. Ouais. Comme le homard. Voilà. Mais sans H. Oui, merci. Donc on dit Omar. Oui, c'est le fils. Alors voilà, vous avez sa tête. Hein. Alors c'est le 4e enfant de Oussama Ben Laden. C'est 4. Il a 11 garçons. Il a 23 enfants. Ah oui. Donc voilà, ils n'avaient pas des cadeaux à chaque anniversaire. Donc c'est un homme brisé, Omar, qui a su se reconstruire. Je vous montre sa photo. Et d'après Vertum sur Twitter, donc c'est le cheveu de Manon Aubry sur la tête de Nassim Taleb. Je vous laisse juger par vous-même. Moi, je trouve que la ressemblance est quand même assez frappante. Alors, il a l'air gentil. D'après BFM, c'est un homme qui a su se reconstruire et qui est intégré dans son petit village de Normandie. Écoutez. Dans le village, tout le monde le connaît, il l'apprécie. Quand j'ai besoin de lui, je lui demande s'il peut me donner un coup de main ou il aime être tranquille, qu'on l'embête pas. Un homme discret, vivant loin des traces de son père. C'est ce qu'a pu constater Harry, lui aussi habitant du village et ami proche de l'homme de 39 ans. Omar, c'est l'opposé du père. C'est un gars calme, tranquille, qui ne cherche rien sauf de s'intégrer dans une nouvelle commune, de démarrer une nouvelle vie parmi nous. Voilà, donc vous l'avez compris. Et en plus, c'est un homme discret. Il fait de la peinture pour évacuer toutes ses émotions négatives. Hein. C'est une sorte de Gauguin en djellaba. Alors tout juste, s'il sortait pas les poubelles de son voisin, vous savez, animer des cours d'empathie, tout ça. Bref, un homme bien pour BFM TV. Et puis patatras, on est tombé de notre chaise. Qu'est-ce qu'on découvre? Omar Ben Laden aurait partagé sur ses réseaux sociaux des propos relevant de l'apologie du terrorisme. Non, pas lui, pas après tout ce qu'il a fait. BFM se serait trompé. Bref, apparemment, tel père, tel fils, Omar Ben Laden est donc placé sous OQTF, un OQTF annoncé par le ministre de l'Intérieur lui-même. Donc, apparemment, il y a de fortes chances qu'il soit exécuté, celui-ci, en espérant que ce ne soit que le début. Oui, mais on voit que c'est quand même un gros coup de com', qui sert au bon moment. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé sa tête. Ah oui, non, mais l'histoire de Nassim Taleb et Aubry, c'est très bon. Alors la France perd un artiste, Corentin, mais rassurez-vous, l'art français, lui, est en merveilleuse forme. Le perd un artiste, c'était pour Omar Ben Laden. Ah oui. Voilà, si vous pouvez suivre un petit peu, ça ne fera de mal à personne. Donc l'art français, lui, est en merveilleuse forme. Il s'exporte même jusqu'en Suisse, c'est vous dire. Figurez-vous qu'après l'immense réussite des JO de Paris, le musée olympique de Lausanne va se voir remettre une pièce extrêmement prisée, une véritable relique républicaine, c'est bien sûr la combinaison qu'Anne Hidalgo a utilisée pour se baigner dans la Seine. Non, c'est pas un canular non plus, regardez plutôt. Oh là là. Extraordinaire. On voit même la forme de ses cuisses. Là, c'est on peut utiliser aussi en ce moment avec les fortes pluies. Oui. Ah bah, elle aurait dû la garder. Voilà, l'édile de Paris a salué ce geste en qualifiant sa combinaison en néoprène noir et orange d'héritage des Jeux et de souvenirs qui marquent l'aboutissement de tant d'années de travail. D'ailleurs, petit aparté sans importance, mais noir et orange, quand on mélange, ça donne quelle couleur ?
du marron. Bon voilà, je dis ça comme ça. Couleur de la Seine. Bon, en tout cas, la cruche la plus chère de Paris est toute contente d'avoir fait payer 1,4 milliard d'euros aux contribuables pour qu'au final, pour rappel, au moins 3 athlètes allemands et un néo-zélandais se retrouvent malades avec des symptômes d'Escherichia coli et après avoir nagé dans le fleuve de la Seine dit baignable. Après, est-ce que c'est vraiment... est-ce que je vais y arriver? Après, est-ce que c'est vraiment sûr qu'il y a un mot? J'ai oublié un mot et j'arrive pas à le retrouver. Mais je peux vous poser une question en attendant, je profite. Oui, allez-y. Vas-y, parce que c'est la je vais revanche retrouver. du fou rire de la Posez semaine plutôt à dernière. Corentin parce que moi je suis en pleine réflexion. Vous croyez que c'est le musée olympique de Lausanne qui a formulé la demande pour Absolument, avoir ce truc-là? c'est absolument vrai. Et c'est parce que le musée olympique de Lausanne a beaucoup d'argent à perdre, voilà aussi parce que les Suisses, bon, eux, ils savent gérer leur pays. Et oui, mais là c'est pas bien géré justement. Vous voyez ce que je veux dire. Bon. non, est-ce que c'est vrai que j'arrive vraiment pas à retrouver mon nom, mais bon, c'est une âne qui avait à bouffer du foin. J'ai foiré, c'est lamentable. Je suis vraiment désolé. Ah oui, Anne, l'animal. L'animal, voilà. Avec un bon. Je vous parlais d'un autre âne, moi, Clément, c'est Hillary Clinton. J'essaye de faire des transitions. Alors, vous en avez parlé hier, hein, elle a peur de perdre le contrôle si les réseaux sociaux ne sont pas modérés. Alors, vous savez que dès qu'il y a un peu de contre-pouvoir, ils se sentent astiégés. Hein, c'est toujours la même chose. Ils se sentent résistants. Et récemment, on a eu droit à un petit coup de gueule d'Ursula von der Leyen sur la même thématique que je vous traduis. The storming of the Capitol came as a shock to me. Donc, la tempête du Capitole a été un choc pour moi. Democracy and values, they are part of our DNA. On peut dire que la démocratie et ses valeurs sont une part de notre ADN. Mais nous devons nourrir notre démocratie tous les jours, défendre nos institutions face au pouvoir corrosif des discours de haine, de la désinformation, des fausses informations et des incitations à la violence. Et dans un monde où les opinions les plus polarisées sont les plus puissantes, il y a un petit pas entre les théories les plus extrêmes et la mort d'un officier de police. Parce que quand elle parle de la mort d'un officier de police, elle parle de l'officier de police décédé pendant l'assaut du Capitole suite à une crise cardiaque. Donc vous l'avez compris, le complotisme tue. Ah oui. C'est Ursula qui le dit. Même avec la crise cardiaque. Voilà, exactement. À moins que ce soit sa réputation que ça tue, le complotisme. On en est où de l'affaire des SMS entre Ursula et le PDG de Pfizer? Il faut demander à Nicolas Vidal, je crois, qui vient un message à chaque fois pour demander. C'est vrai. Allez, on finit avec du très très grand Donald Trump lorsqu'on l'interpelle en conférence, même si c'est pour l'encourager et le soutenir, mais qu'on est un peu différent, ça donne ça. Thank you very much. Where's gays for Trump? You don't look good. You don't look gay, il a dit quand même. You don't look gay. Voilà. Donc apparemment, c'était pas Gabriel Attal qui était dans la salle. Du tac au tac. Oui, c'est ça. C'est la répartie. C'est ce qui lui vient naturellement quand il y a un gay for Trump qui arrive dans une salle. Voilà. Là, c'est à vous, Clémence, parce qu'on est en train de. Voilà. Parce que c'est en rouge. C'est toujours cette transition. J'ai remarqué que c'est les champions de. Non, parce que moi, j'apprécie en même temps, vous voyez. On a les joues qui gonflent, on a les yeux qui se rapetissent. En plus, c'est la fin de semaine, donc c'est compliqué. Ah, bah, ça, c'est certain. Oui. Merci beaucoup, cher Tintin, en tout cas. Et sans plus attendre, on continue avec le rendez-vous tant attendu par les auditeurs, les champions de la semaine. Chaque jeudi, vous le savez, Corentin, Valentin, vous défendez votre champion. Et c'est à vous, cher Toxino. Avec un S, c'est plus. De voter pour votre champion préféré. La semaine dernière, grand fracas, c'était Michel Simès, c'est vrai ça, qui s'est imposé assez nettement contre l'autre, Michel Barnier. Alors Valentin, vous avez une revanche à prendre, et pour changer, Corentin, on commence par vous. Et pour changer, on commence toujours par moi. Mais bref, c'était une ironie, mais en fait, si c'est mieux joué, ça passe mieux. Mais bon, il y aura du programme à faire. Alors, ma championne. Et il est prof de théâtre, moi il faut que je prenne des cours bientôt avec Corentin. On fera des cours, Clémence, promis. Ma championne m'a fait tomber de ma chaise. Oh là là. Voilà, c'est bien joué. C'est impressionnant. Ouais. Pour vous dire avec. Si vous avez d'autres aussi sources d'inspiration, c'est bien aussi. Hein. Pas se concentrer sur Corentin. Alors, on va vous révéler un peu les coulisses de l'émission. Avec Valentin, pendant la semaine, on s'échange régulièrement. Ne racontez pas votre vie, ça n'intéresse personne, Corentin. C'est notre vie. Ouais, ça n'intéresse personne. C'est ma vie. Et là, Valentin m'a partagé cette vidéo qui m'a mis hors de moi, et ce qui a fait d'ailleurs un peu rire Valentin. Je vous laisse écouter, c'est Rokhaya Diallo à l'ONU. La liberté d'expression des femmes non blanches est singulièrement entravée. Sous-représentées, dans l'espace public, elles sont fortement incitées à éviter d'aborder les questions raciales. Les rares qui osent s'exprimer s'exposent à de lourdes conséquences, allant des menaces de viol, de mort, au procès bâillon. J'en profite pour remercier Mary Lawlor
rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les défenseurs des droits humains, d'avoir interpellé la France quant aux attaques, aux poursuites judiciaires, à la surveillance et aux intimidations que je subis depuis des années dans le débat public en France. Dans un contexte où la pensée de l'extrême droite se normalise, et ce bien trop souvent avec la complicité des médias, il est plus qu'urgent de protéger les vies et les voix des groupes rendus vulnérables par le déni d'un racisme structurel profondément ancré. Vous avez compris, la liberté d'expression des femmes non blanches est largement entravée en France. Les rares qui osent s'exprimer ont des Alors menaces qu'en Afrique, c'est de très bien, mort. la liberté d'expression des femmes. Exactement. Vous avancez dans ma chronique. Oh, pardon, excusez-moi. Intimidation que Rokhaya Diallo subit depuis des années. Mais de quelle France parle-t-elle en fait? Dans quel monde vit Madame Diallo? Alors, avez-vous l'impression que les femmes non blanches sont maltraitées en France? Et par qui? Et par des blancs? Alors, Rokhaya Diallo a grandi en France. Elle est chercheuse au centre de recherche Gender Justice Initiative à Georgetown. C'est une young leader. En France, elle a soutenu la non-mixité, les camps d'été des coloniaux. Elle a été sur Canal+, sur France Info, sur BFS, sur Huffington Post, dans le Guardian, de Al Jazeera et autres. Mais elle est invisibilisée, vous comprenez? Elle est menacée. Alors moi, je lui conseille de prendre contact avec Dora Muto et Marguerite Stern pour qu'elle lui explique un peu ce qu'est être menacée en France et par qui. Et puis, donnez-moi un pays au monde où les femmes d'origine africaine sont mieux traitées qu'en France. La Suisse. Aucun. Vous n'étiez pas censé répondre, Valentin, pardon, excusez-moi. La Suisse, par exemple, non, il serait peut-être beau pour Rokhaya Diallo de faire un petit stage d'1 mois, vous savez, dans les pays africains pour comprendre la véritable condition de la femme africaine. Alors le problème, c'est qu'aucune femme africaine a la même vie que Madame Diallo, qui est en fait une bourgeoise parisienne. D'ailleurs, la France est tellement raciste qu'une partie de l'Afrique se précipite chez nous pour subir ce racisme systémique. Si cela peut empêcher certains migrants de se tromper sur la France, ça sera déjà ça de gagner. Bref, il y a une brochette de pleurnichat, vous voyez, les Traoré, Hassan et autres, qui ne cessent de cracher dans la soupe et qui commencent à me les briser menus, voilà, je commence à dire les choses. Donc, Madame Diallo, restez aux États-Unis, continuez de croire au multiculturalisme et voilà, arrêtez. J'ai censuré. Allez-y. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Oh là là, il est on fire, ce Corentin. Rokhaya Diallo. Non, j'étais énervé. Vous êtes décoiffé, donc on sent vraiment que... non, mais ça me décoiffe. Merci beaucoup, On va l'inviter, Rokhaya. C'est le rebelle de Chaville, Corentin. Un petit effort. Merci beaucoup, les chers auditeurs. Si vous avez été convaincus, surtout, ne votez pas encore, car avant, la parole à Valentin. Alors moi, mon champion, c'est une figure bien connue de la Macronie, à qui on ne rend pas assez hommage dans cette chronique. C'est bien sûr Aurore Berger. Donc elle a grandi à Versailles, Aurore Berger, une copine à vous, sans doute, Corentin. Vous, votre cousin. Qui dit Versailles et Sciences Po, dit donc LR, enfin UMP à l'époque et puis LR. Elle a soutenu, alors là, accrochez-vous, d'abord Valérie Pécresse, ensuite François Fillon, puis elle a lâché Fillon pour Nathalie Kosciusko-Morizet, qui d'ailleurs est toujours vivante en passant, tout en apparaissant dans l'organigramme de l'équipe d'Alain Juppé. Et puis en février 2017, une fois François Fillon candidat, elle a un petit peu de flair, elle s'est dit, bon, je suis quand même bien cramé de ce côté-là, si j'allais voir ailleurs, et elle se retrouve chez Macron à 2 mois de l'élection présidentielle. Voilà, ça vous pose une stature. Ouais. Côté vie privée, elle se marie avec un certain Nicolas Bayes, avec un S, attention, et je vous parle de ça parce que les témoins de mariage à l'époque sont, attention, Roselyne Bachelot et Pierre Moscovici. Bon, bonjour l'ambiance. Normalement, ils sont invités qu'aux enterrements, ces gens-là. Alors le temps passe, Aurore grandit, mais n'est toujours pas ministre malgré son statut indéniable de girouette. D'ailleurs en 2020, lors du gouvernement Castex, lorsqu'elle apprend qu'aucun poste ne lui sera accordé, elle fondra en larmes dans les jardins de l'Élysée en disant « J'ai tout donné à la Macronie », histoire vraie, qui vous pose là aussi une âme pure dévolue au service du pays. Bon, je vous rassure, je ne vais pas faire toute sa biographie à la Popotière des Yvelines, mais pourquoi j'en parle ce matin? Eh bien tout simplement parce que cette truffe est dans la mouise depuis la parution du livre Les Ogres du journaliste Victor Castanet, qui a dévoilé ses liens de connivence avec le monde des crèches privées, en particulier avec une certaine Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, FFEC, avec qui elle aurait conclu un pacte de non-agression. Alors évidemment, Aurore Berger conteste les faits, elle ne connaît pas cette dame et elle le dit sous serment devant la représentation nationale. Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête, donc je le redis sous serment pour que ce soit clair, je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby.
Alors vous me direz tout va bien. Bah tout va bien. Oui. Sauf que ce même journaliste, ça m'a rassuré ce que vous me dites. Ce même journaliste Victor Castanet, décidément taquin, a ensuite publié des conversations entre Aurore Berger et sa directrice de cabinet où elle décrit Elsa Hervy comme une amie qui sera très aidante pour moi. Elle ajoute même un smiley sourire, c'est vous dire l'amitié. Ça c'est un vrai engagement. Ça. Ah oui bien sûr. Je vous ai jamais envoyé de smiley d'ailleurs. Vous devrez vous poser des questions. Vous mettez des points à la fin des phrases. Cela a donc conduit le bureau de l'Assemblée nationale à transmettre au procureur une demande d'engagement de poursuite pour faux témoignage sous serment donc, et cette brave Aurore ira s'expliquer devant la justice. Elle est pas belle la vie. Ouais, on dirait presque que la Macronie voudrait s'en débarrasser, vous voyez. Bon, en tout cas, merci beaucoup Valentin. Chers auditeurs, c'est à vos votes, et nous, on finit en attendant avec une nouvelle rubrique, puisque les Jeux Olympiques sont terminés. Désormais, on a cette belle minute de la vraie France. Alors, la vraie France, je vais vous montrer une vidéo, vous allez devoir deviner de quoi il s'agit. Ah non, mais je sais. C'est normal qu'il n'y ait pas de son. Alors, c'est normal parce qu'il y avait une musique. Rassurez-vous, regardez, voilà. Je connais la réponse, alors je participe pas. Oui, c'est... Allez-y Clémence, faites comme si vous ne connaissez pas. C'est sur... non, bah oui. Non, bah si, allez-y. Bah, c'est les joueurs et là, de l'équipe de France. on a un gros manteau avec un baggy. Voilà. Je peux jouer parce que vraiment je suis nul en équipe de France. Allez-y. Mais... Et vous connaissez les noms ? On voit les noms des joueurs. Ah bah non, ça va pas. Voilà. Alors lui, elle déçoit toujours. ça va à peu près. Bon bref, c'est pas un défilé de mode, ce n'est pas non plus le carnaval. Enfin bref, c'est l'équipe de France, voilà, qui se de rend football. De football. Oui. Ah oui, de football qui se rend. Vous avez raison. Avec lui, j'aime bien sa doudoune. Bref, c'est autre chose, c'est différent. C'était pas mieux avant. Avant, vous savez, ils avaient des espèces de shorts au niveau de la taille, ils avaient des espèces de polo avec des petits cols, c'était bizarre. Des petits cols, ils avaient une espèce de moustache, vous savez, en tapis de bain. Voilà, est-ce que c'était mieux avant ou pas ? Je sais pas. Merci. Je laisse ouvert. Et là, je dois enchaîner, donc d'accord, très bien. Bon, alors, sans transition, prenez le ballon. On finit la semaine avec un peu de légèreté. Vous le savez, depuis la semaine dernière, grâce à Corentin, les animaux ont un genre et peuvent donc changer de genre selon s'ils se dandinent ou non. Mais les animaux ont aussi une grande sensibilité qu'il faut écouter. Et on va l'écouter ensemble. On a une pensée émue pour Oural, le chien de Clémence qui nous a tant de fois pété dessus sans qu'on lui demande. Écoutez, vous comprenez que ronger et griffer le canapé, c'était la meilleure chose que vous pouviez faire dans cette situation. Parce que vous aviez eu un trop-plein d'émotions. Et c'est normal d'évacuer les émotions. Et c'est normal aussi que les humains qui vivent chez vous, ils vous engueulent. Parce que le canapé, ça leur coûte cher. Mais en même temps, c'est pas normal que ces humains vous engueulent et vous induisent en culpabilité, mais ne vous proposent pas de faire de la thérapie pour apprendre à vidanger vos émotions, à les évacuer. Je vous attends demain pour une thérapie de groupe. On va faire une méditation collective. C'est le canapé ou ma santé émotionnelle. À demain tout le monde. C'est quoi ce truc ? C'était ironique. Alors que... Ah oui, c'était ironique et Dieu merci. C'était Il y a toujours un moment où c'était une blague. Enfin bref, notre monde est tellement bah beau oui, c'est que ça, oui, c'est possible. Mais après, possible. ça sentait un peu le montage. Les animaux bougeaient pas beaucoup. Quand même. Ah, ouais. Clémence, on vous l'a fait le journaliste, vous, c'est ça flair, hein. Vous avez une carte de presse. Lanceur d'alerte. Extraordinaire. Il paraît que vous devez nous dire un petit mot aussi, Valentin. Oui, alors puisque votre conférence. il faut donc j'ai une conférence samedi à Nancy avec Rémi Tell qui devait avoir lieu à l'Excelsior. Finalement, ça n'aura pas lieu dans ce lieu-là. Et donc, il y a un changement de lieu. On ne peut pas vous communiquer le lieu officiellement pour éviter tout ce qui est pression et arrivée massive d'Antifa. Mais il y a une adresse mail, edithverbeo@gmail.com, je crois. De toute façon, vous retrouvez ça sur mon compte Twitter. Vous pouvez vous inscrire à la conférence et on vous enverra l'adresse qui est vraiment dans le centre de Nancy. Donc, ça ne change pas beaucoup, en tout cas en termes de localisation. Mais voilà, on préfère ne pas trop communiquer sur ce lieu. Bah dis donc, voilà. on sent utilisez votre exposition. Je sentais que je faisais peur déjà à la représentation nationale depuis longtemps. Mais alors, racontez-nous juste un petit peu plus sur cette conférence. Peut-être tout le monde n'a pas suivi évidemment, tout le monde n'a pas suivi, mais c'est scandaleux. Comment ça, tout le monde n'a pas suivi ? C'est une conférence qui aura lieu sur le thème Défendre la France, avec Rémi Tell, donc, puisque nous avons tous les deux un livre qui est paru récemment au Verbeo. Et il y aura beaucoup aussi d'auteurs du Verbeo, Stanislas Berton, Laurent Chang, je ne peux pas tous vous les citer, mais en tout cas, c'est aussi une journée rencontre aussi, avec beaucoup de séances de dédicaces et un temps d'échange derrière. Donc voilà, il y a la conférence, mais il y a aussi derrière un temps de convivialité.
Eh bien, merveilleux. On a besoin de cette convivialité et d'une jeunesse motivée et impliquée comme vous l'êtes, Corentin et Valentin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous. On est extrêmement nombreux et on me signale en même temps que vous avez eu des problèmes techniques aussi sur le dernier son. Alors, il faut que je vous explique. On a fait des investissements de très beau matériel, mais on est en train de comme on n'a pas beaucoup de temps d'une matinale à l'autre, on le pose, on l'installe et parfois, il y a des problèmes techniques le lendemain matin parce que l'installation, vous savez, installation technique, c'est quand même compliqué. Donc voilà, ça va être réglé dans les prochains jours très vite. En tout cas, merci infiniment de nous faire confiance. Merci pour votre soutien. Et vous voyez, malgré tout, on progresse et on est là et on est de plus en plus nombreux. Et on a André Berkoff. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, grâce à vous, on a déjà rempli les 51% de l'objectif dont on a besoin pour pouvoir lancer ce nouvel étage de la fusée Toxin avec André Berkoff. 51%, c'est en gros. Il faut encore une deuxième partie, une deuxième fois, ce qu'on a déjà fait. Eh bien, tous ceux qui voulaient le faire, qui ne l'ont pas encore fait, faites un don maintenant aussi pour qu'on puisse continuer d'augmenter, de progresser, d'avoir cette nouvelle émission du dimanche avec André Berkoff, des interviews longues, des interviews inédites, des interviews avec des personnes que vous n'entendrez pas ailleurs. Tout ça, c'est grâce à vous. Si vous nous aidez maintenant, toxin-media.fr, je compte sur vous. Ceux qui voulaient le faire, il faut le faire maintenant. Et surtout, si vous le pouvez, faites un don régulier. Ça nous permet vraiment d'avoir de la visibilité, de savoir en fait ce sur quoi on peut compter pendant toute notre année. Un don régulier pour cette nouvelle émission dimanche d'André Berkoff qui va, je vous l'assure, envoyer des informations que vous n'aurez pas ailleurs, des échanges que vous n'aurez pas ailleurs. Donc on compte sur vous et merci infiniment à tous ceux qui ont répondu présent. Merci infiniment et à demain avec Nicolas Vidal, 7h30.